1978 est une année meurtrière marquée par la violence et le crime. En Italie, le procès des chefs des Brigades Rouges s'est ouvert. Mais un commando du groupe terroriste enlève et assassine Aldo Moro, l'ancien Premier ministre. En Amérique du Sud, le révérend Jim Jones ordonne à tous ses disciples d'avaler du poison. 913 personnes trouvent la mort en prenant part au plus incroyable suicide collectif de l'histoire. À Londres, le transfuge bulgare Gorg Markov est tué avec un parapluie empoisonné. Aux États-Unis, la police arrête Ted Bundy, un dangereux tueur en série. On découvrira qu'il a sauvagement assassiné plus de 23 femmes. En décembre 1978, des recherches pour retrouver un adolescent disparu ont conduit la police dans un quartier résidentiel de Chicago. Depuis plusieurs jours, des policiers surveillent une maison. Les voisins sont intrigués. Une rumeur court. Cette paisible maison abriterait un horrible secret. On parle d'orgie homosexuelle, de meurtre. La vérité est encore plus effrayante. Une dizaine de cadavres d'hommes apparemment jeunes ont été retrouvés sous la maison et dans le jardin dans un état de décomposition avancé. Au même moment, le propriétaire de la maison est interrogé par la police. John Gassi dirige une prospère entreprise de construction. C'est un homme bien sous tout rapport, respecté et apprécié par son entourage. Il a la réputation d'être un homme tranquille. La police interroge ses voisins. Jamais un bruit. On n'a jamais entendu un seul bruit. Pas un seul cri. Jamais un bruit ne venait de cette maison. Cette maison a toujours été calme et tranquille. Pas un bruit. Non, jamais. Parfois, John Gassi travaillait tard la nuit, dehors. Alors on entendait des bruits de scie. Comme il travaille dans la construction, j'attribuais ces bruits à son travail. La police fouille la maison et le jardin de fond en comble à la recherche d'autres cadavres. L'entourage de Gassi est stupéfait. Son arrestation embarrasse certains politiciens, comme le maire de Chicago qui s'était affiché publiquement avec cet homme apparemment respectable. La mère de l'une des victimes raconte que Gassi jouissait d'une bonne réputation. C'était un homme qui aimait les enfants. Mon fils était content de travailler pour lui. Il me disait souvent qu'il avait de la chance de l'avoir rencontré parce qu'il avait beaucoup de relations dans le monde politique. C'était un personnage public qui pouvait beaucoup lui apporter. Gassi prenait part à des œuvres de charité et se déguisait en clown pour distraire les enfants de l'hôpital local. Il avait soutenu le président démocrate Carter lors de la campagne présidentielle de 1977. Il fut même photographié en la compagnie de Rosalind Carter, l'épouse du président. La maison de Gassi se révèle être un véritable charnier. Les policiers découvrent sans cesse de nouveaux cadavres. Déjà 18 corps de jeunes garçons ont été exhumés. Gassi s'effondre et avoue avoir commis d'autres crimes. Il indique à la police où il a enterré les cadavres. Le médecin légiste demande l'aide de la presse pour identifier les victimes. Y a-t-il d'autres faits à l'heure actuelle qui puissent indiquer ce qui s'est réellement passé? Pour le moment, nous n'avons pas d'éléments nouveaux. Les corps des victimes ont été retrouvés dans un état de décomposition avancé. Il n'est pas possible de les identifier, il ne reste que des squelettes. Comme vous le savez, il est impossible de pratiquer une autopsie sur un squelette. À quelle profondeur fouillez-vous maintenant? À environ 1 mètre. Nous avons trouvé des restes humains dans la fosse septique, puis 2 autres cadavres. La police a découvert 3 autres corps sous le sol du garage.
Suite aux aveux de Gassi, la police fait creuser sous les fondations de la maison. Nous pensons qu'il va falloir examiner le sous-sol centimètre par centimètre. C'est la disparition d'un adolescent le 11 décembre 1978 qui mène la police sur la piste de John Gassi. À 23h30, la mère de Robert Piest, folle d'inquiétude, alerte le commissariat. Son fils de 15 ans, Robert, a disparu depuis 21h. Selon sa mère, Robert avait rencontré John Gassi dans un magasin du quartier. Ce dernier lui avait proposé un petit boulot pour les vacances d'été. Depuis, l'adolescent n'était pas rentré chez lui. La police se rend au domicile de Gassi qui déclare avoir bien échangé quelques mots avec l'adolescent, mais sans lui avoir proposé de travail. Gassi éveille les soupçons de la police. L'inspecteur lui demande de l'accompagner au poste. Gassi ne s'y rendra qu'en pleine nuit, couvert
n'a-t-elle pas fait le rapprochement entre Gassi et les disparitions de tous ces adolescents? Pourtant, plusieurs d'entre eux avaient des points communs. Employé par Gassi, homosexuel. Pourtant, son casier judiciaire était déjà lourd. Et au début de l'année, une autre plainte avait été déposée contre lui pour violence sexuelle. La police de Chicago est critiquée publiquement pour son incompétence. Elle tente de s'expliquer. À Chicago, nous avons fiché Gassi depuis 2 ans dans nos services de police. Nous l'avons placé sous surveillance pendant environ 1 mois. Mais nous n'avons pu établir qu'il enfreignait la loi ou que son comportement était anormal. Pourtant, une autre plainte est déposée contre Gassi. Jeff Rignal est la seule des victimes à avoir survécu aux violences de Gassi. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré John Gassi? Je sortais d'un immeuble. Il m'a accosté sur le trottoir. Il a fait une allusion à mon bronzage. Je revenais de Floride. Il m'a proposé de venir fumer un joint avec lui. Il faisait froid. J'ai donc accepté et je suis monté dans sa voiture. Soudain, Gassi plaque un chiffon imbibé de chloroforme sur le visage de Rignal. Quand il se réveille, il est nu. Sa tête et ses mains sont attachées à un poteau. Gassi le viole, le torture sadiquement, puis le chloroforme à nouveau. Le lendemain matin, Rignal reprend connaissance dans la neige au milieu d'un parc. Il souffre le martyre. À sa sortie de l'hôpital, il apprend que la police a abandonné les recherches de son agresseur. Fou furieux, Rignal décide de le traquer lui-même. Il se poste aux entrées d'autoroute, à l'affût de la voiture noire de son agresseur. Au bout d'1 mois, il repère Gassi, le suit et relève le numéro d'immatriculation de l'automobile. Il retourne voir la police qui déclare que les preuves retenues contre Gassi sont insuffisantes. Rignal lui intente alors un procès. Gassi contre-attaque et entame lui aussi une action en justice, affirmant que Rignal a tenté de le droguer. Faute de preuves, aucune charge n'a pu être retenue contre Gassi. Peu de temps après le procès, Frank Landanguin, Tim O'Rourke et James Mazara et Robert Piste disparaissent. On retrouvera leur corps dans la rivière. Lors de son incarcération, Gassi tente de se suicider. Les psychiatres doivent l'attacher et le surveiller sans cesse. Les autorités de Chicago engagent les poursuites. John Gassi va être jugé pour les meurtres de 7 personnes qui ont disparu depuis le mois de juillet 1975. Il est accusé de meurtre, d'enlèvement, d'attentat à la pudeur avec perversion et d'outrage aux mœurs. Gassi ne pourra pas être libéré sous caution. Nous collaborons étroitement avec la police de Chicago, avec le médecin légiste et les services de police de l'État pour poursuivre l'enquête. De tout le pays proviennent des appels de parents d'adolescents disparus qui se demandent si leur fils pourrait se trouver parmi les victimes. Un standard spécial est mis en place pour tenter d'identifier les victimes, ainsi qu'une lente et minutieuse fouille archéologique. Le médecin légiste doit reconstituer minutieusement ce qui reste des corps des victimes. Les fragments d'os retrouvés sont étiquetés et assemblés pour tenter de les identifier. Le médecin légiste est atterré. C'est horrible. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est horrible. La police demande aux familles qui ont signalé la disparition d'adolescents d'envoyer leurs fiches dentaires. C'est la seule façon de pouvoir identifier les victimes. À partir des crânes trouvés sous la maison de Gassi, les médecins légistes réalisent des dizaines de maquettes pour tenter d'établir ce à quoi auraient ressemblé les visages des victimes. Pendant l'enquête, la police est frappée par les nombreuses similitudes de cette affaire avec une série de crimes commis en 1973 au Texas. 2 tueurs psychopathes, Dean Corll et Elmer Henley, avaient torturé, violé et tué 27 adolescents. Les cadavres avaient été retrouvés dans un hangar à bateau. Gassi avouera avoir été fasciné par ces 2 tueurs sadiques.
enquêteur de cette affaire témoigne. Dans les deux cas, les victimes étaient uniquement des adolescents ou des hommes jeunes. Elles étaient tuées de la même manière, toujours dans un même endroit, et les corps étaient cachés de la même façon. La seule différence est que Gacy a agi seul. Les tueurs en série ressentent un besoin irrépressible de tuer. Ils trouvent un certain réconfort à ne pas agir seuls. Ainsi, ils peuvent se décharger de la responsabilité de leurs crimes l'un sur l'autre. Maigre consolation pour les parents de Robert Pist. C'est grâce à leur fils que Gacy a été arrêté. Ils assistent tous les jours aux audiences préliminaires au procès. À la lecture de l'acte d'accusation, le public est horrifié. John Gacy ne peut assister aux audiences pour raison de sécurité. Les psychiatres continuent de l'examiner. En avril 1979, la justice ordonne la démolition de la maison de John Gacy, déclarée dangereuse. En effet, de nombreux touristes, animés par une curiosité morbide, avaient afflué dans le quartier. De plus, cette histoire répugnante avait fait baisser la valeur immobilière du quartier. Les voisins sont maintenant soulagés. Il faudra attendre plus d'1 an avant que le procès ne commence. Il fut difficile de constituer un jury. En effet, trouver 12 personnes sans préjugés défavorables sur Gacy relevait de la gageure. La culpabilité de John Gacy étant établie, la tâche du procureur général est de prouver que Gacy était responsable lors des meurtres. Sam Amirante, l'avocat de la défense, tente, quant à lui, d'établir la folie de son client au moment des meurtres. Il plaide la démence mentale. Le procès s'ouvre le 6 février 1980 à Chicago. Le tribunal est présidé par le juge Gary Poe. Cet ancien procureur s'était occupé du procès de Richard Speck, reconnu coupable du meurtre de 8 infirmières en 1966. Le procès se déroule dans un tel climat de haine que le public est fouillé pour s'assurer qu'aucune arme ne pénètre dans la salle. Gacy écoute impassible le catalogue des atrocités. Il ne semble éprouver aucun remords. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la défense affirme que Gacy est la réincarnation du personnage de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il souffre d'un dédoublement de la personnalité. C'est sous l'emprise de son alter ego maléfique qu'il a commis tous ses crimes. Il demande aux jurés de ne prendre aucune décision hâtive et de ne pas le juger avec haine, vengeance ou passion. Gacy est non coupable en raison de son aliénation mentale. 4 psychiatres confirment l'état psychologique de John Gacy. L'un d'eux explique que Gacy est l'une des personnalités les plus complexes qu'il ait jamais rencontrées. Il est schizophrène et incapable de faire la distinction entre le bien et le mal. Pour l'accusation, Gacy n'est qu'un tueur cruel. Les arguments de la défense sur sa prétendue double personnalité ne sont que manœuvres. John Gacy savait que ce qu'il faisait était mal. Je ne crois pas qu'on puisse avoir 33 accès de folie temporaire, déclare le procureur. Gacy est un être pervers qui est responsable de ses actes. Le jury délibère pendant 2 heures. John Gacy est reconnu coupable et responsable des meurtres dont on l'accuse. Les familles des victimes attendent la sentence. Détention à vie ou peine capitale. La mère de l'une des victimes déclare au nom de tous. J'espère que John Gacy sera envoyé à la chaise électrique. Tout le monde se sentira mieux. Toutes les mères seront soulagées. Le frère de Robert Pist approuve. Il ne reste qu'une solution maintenant. Laquelle ? Il doit être envoyé à la chaise électrique. C'est le pire des assassins. Cet homme doit être puni pour les crimes qu'il a commis, déclare l'accusation. Le jury doit faire preuve de justice et non de compassion, conclut le procureur. Le jury recommande la peine de mort. J'ai déclaré au jury que s'il permettait à cet homme, John Gacy, de rester sur Terre, alors que Dieu nous vienne en aide. Le juge demande à chaque juré de prononcer son verdict. Il condamne unanimement John Gacy à la peine de mort. Le juge confirme la sentence.
Dans l'après-midi, Gassi demande au procureur de lui accorder un entretien. Cette condamnation est la volonté de Dieu. La décision du jury n'est que le reflet de ce que j'ai moi-même tenté de faire pendant ces 10 dernières années, me détruire, lui déclare-t-il. Depuis 1980, Gassi est incarcéré dans le quartier des condamnés à mort. C'est ici qu'il a réalisé ses 2 troublants dessins, un clown et une tête de mort. Ils illustrent les 2 aspects de sa personnalité. Le clown traduit son besoin d'être aimé, la tête de mort, ses pulsions criminelles.